Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le Tour de France 2023. Vélo Podcast va suivre la course tous les jours, un podcast par jour, un podcast par étape. Et forcément pour commencer cette première étape au Pays Basque à Bilbao, avec moi, mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, on s'est bien amusé quand même pour cette première étape. Bah c'était plutôt pas mal je trouve, non ? Clairement, très belle étape. Et puis en plus, on a vu un chouchou godu de gala pour cette première étape. Donc que demander de plus finalement ? Puis des grands Français, Victor Lafay, Thibaut Pinot, on va en parler, mais vraiment c'était appétissant, on pourra dire, comme première étape du Tour de France. Ouais, notamment un Victor Lafay qui nous a vraiment régalé avant l'arrivée à Bilbao dans la dernière côte, celle de Piquet. On en parlera très rapidement. Le menu de ce podcast, alors un podcast par jour pendant le Tour de France. On va commencer avec un peu notre podium de l'étape, ce qu'on veut retenir de cette étape-là. On vous parlera aussi de la bataille entre Pogačar et Vingegaard qui a un petit peu commencé. On parlera aussi de Victor Lafay, forcément. Et puis, il y a eu des perdants aujourd'hui, des grands perdants sur cette première étape du Tour de France 2023. FP, on va commencer tout de suite par ce qu'on veut retenir un peu de cette première étape du Tour de France. Toi, qu'est-ce que tu veux retenir ? Qu'est-ce que tu retiens ? Moi, je retiens la première belle image avec les frères Yates qui ensemble partent après la dernière montée du jour, direction Bilbao, et qui se disputent la victoire finale. Très belle image pour le Tour de France. Après, sur mon podium, en deuxième position, je mettrai des Français vraiment qui nous font plaisir. C'est ceux attendus, en tout cas, sauf à la Philippe, on va dire, mais ceux attendus étaient là, et une surprise. Et puis après en 3, moi je mettrais quand même la déception Ben O'Connor, mais on en parlera tout à l'heure un petit peu plus. Et toi, c'est quoi ton podium, Guillaume ? Alors il y a forcément les frères Yates ensemble échappés dans le final de cette première étape avec la victoire d'Adam Yates devant Simon. Adam Yates qui a un peu fait craquer à l'usure dans le dernier kilomètre son frère Simon. La deuxième image, c'est Pogačar qui prend les devants. Alors un Pogačar à 70%, comme il était annoncé comme ça dans le final de la première étape, qu'est-ce que ça va donner à 100%? On verra bien. Et puis le troisième point, c'est forcément Victor Lafay qui a été impressionnant dans la côte de Piquet au final, où il y avait Vingegaard, il y avait Pogačar, il y avait Adam Yates, et puis il y avait Victor Lafay qui a regardé les deux grands favoris du Tour, les yeux dans les yeux, et ça franchement, ça faisait vraiment plaisir pour toi, en plus pour ton cœur de supporter Cofidis. Oui, et puis c'est des pentes qu'il apprécie. Pour résumer un peu cette étape, si on peut la résumer grossièrement, si vous n'avez pas pu la voir, c'est ceux qui nous écoutaient. Voilà, une échappée de 5 coureurs qui a été rattrapée à 50 km. Ensuite, les leaders, on va dire, se sont battus entre eux, c'est-à-dire sans vraiment attaquer, mais c'est un peu au train. Voilà, ils ont lâché au fur et à mesure des coureurs. Et la dernière course, ça a été vraiment l'explication avec une accélération d'Adam Yates, derrière lui Pogačar, Vingegaard et à Cofidis. On se dit mais qui c'est ? Et là, on voit Victor Lafay qui résiste et puis qui tient. Et voilà, c'était impressionnant. Et voilà, et effectivement, comme je l'avais dit, Pogačar, Vingegaard qui se sont un peu regardés. On a vu un moment Pogačar faire un signe pour dire à Vingegaard, vas-y, roule avec moi. Il a pas voulu. Donc après, ils sont partis à 3. Yates a été lâché et jusqu'au sommet de la dernière côte. Et puis avant la descente vers Bilbao, ils se sont fait rattraper par un groupe avec Yates, avec Hindley, Gaudu, un peu les favoris pour le podium en tout cas, ou des bons coureurs on va dire de classique ardennaise, on pourra dire. Et puis une attaque de Simon Yates qui contre le coureur de la Jayco. Et puis derrière, on a Adam Yates qui va le suivre, et donc ils partent ensemble avant une victoire d'Adam Yates. Mais ouais, sur cette étape, moi ce qui m'a bien plu, c'est qu'il y a eu du mouvement, c'était attendu, et ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, on a vu qui était en forme maintenant, et c'est pas forcément ce qu'on attendait par rapport au podcast qu'on a pu faire sur le Tour de France, que vous avez certainement écouté sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict ou même YouTube. Guillaume, on a l'impression, par rapport à ce qu'on disait, on a vraiment vu les hommes en forme, et tu vois, on parlait peut-être de certains, même Julien Alaphilippe, Mathieu Van Der Poel. Au final, ça a été les grimpeurs et les favoris qui ont fait la course.
Ouais, parce que cette côte de Piquet, finalement, elle était très dure. Elle était vraiment très très dure. Et puis, c'est vrai que c'est Adam Yates qui a tout fait péter en prenant le relais dans cette côte de Piquet. Alors, on a eu un premier UAE qui est parti. Et puis après, en fait, c'est-à-dire que si tu étais mal placé, il y avait un tel public dans cette côte de Piquet, si tu étais mal placé, c'était mort. C'était terminé, tu pouvais plus remonter, même regagner des places. Adam Yates a pris le relais, il a vraiment fait un tempo énorme, il a fait exploser tout le monde. Et puis, alors je crois que c'est Alaphilippe ou Gaudu à un moment qui craque, et tu vois cette cassure avec 3 gars, 4 gars, et puis Victor l'a fait, il est là. Moi, je voudrais juste qu'on revienne pour commencer sur la bataille Pogačar-Vingegaard, parce que cette bataille, elle a déjà commencé. Et sincèrement, je te l'avais dit, FP, dans le podcast de présentation qu'on a fait, il faut que Vingegaard il teste Pogačar, parce que quand tu regardes l'état de Pogačar sur cette première étape, alors qu'il s'annonce lui-même à 70%, mais il va vraiment falloir que Vingegaard, alors il y avait dans le final, il y avait Adam Yates devant, Pogačar dans le groupe de poursuivants, et autour de Vingegaard, il y avait 3 coéquipiers, ok. Mais au final, Vingegaard, il a pas testé Pogačar, et je dis pas que je m'inquiète, on est au bout d'une étape, attention, mais Pogačar a déjà montré qu'il était là, même à 70%, entre guillemets, il est là. Oui, mais alors je pense que là où peut-être tu te trompes, en tout cas je vais te donner un autre argument, c'est peut-être qu'on voit que UAE a une meilleure équipe que l'an passé. Ça, c'est sûr. qu'en fait là, la Jumbo a fait un bon travail, mais Van Aert à un moment était un peu court, on le sentait, il était derrière, il a été lâché, décroché, mais des coureurs comme même Sepp Kuss, on les a pas vus, on n'a pas vu aider Vingegaard au bon moment, alors que Pogačar, il avait Großschartner, on l'oublie, mais sur la côte au tout début, il part sans le faire exprès tellement il va vite, personne ne le suit derrière, il a un peu oublié, puis regarde, il fait ouais, ok, il a pris 30 mètres d'avance, donc il doit s'arrêter un petit peu. Et puis derrière, tu as Adam Yates, qui est vraiment un poisson pilote très important pour Pogačar, je pense, en haute montagne. J'en parlais aussi dans le podcast précédent. Et là, on voit que voilà, ça l'a vraiment servi, parce que au final, Vingegaard, il a pas osé y aller en se disant, de toute façon, il a Yates avec lui, donc ça va être compliqué. Et puis peut-être aussi que Vingegaard se sentait pas d'y aller non plus, peut-être qu'il était aussi à bloc. Donc il y a peut-être un jeu de dupe, mais en tout cas, par rapport à ce que je disais, je pensais bien que les deux n'allaient pas tout tenter là-dessus. Après, le côté positif, je trouve, je parle au niveau de la sécurité d'ailleurs au passage, parce que les routes étaient très belles au Pays Basque, et c'est là où je me rends compte que le Tour du Pays Basque ne prend pas les belles routes. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vois, il pouvait craindre aussi, tu vois, des petites routes étroites, etc. Là, je pense qu'il s'est dit aussi, bon, sur les descentes qu'on a, c'est des descentes qui c'est très propre, etc. Je pourrais pas prendre de temps, tu vois. Donc il y avait ça aussi, parce que l'arrivée, c'était après à peu près, je crois, 8 km. Ça a été des routes touristiques, des routes de corniche. Exactement, donc bon, voilà. Mais je suis pas surpris de la physionomie de la bataille Pogačar-Vingegaard à mon niveau. Après, je sais pas ce que tu en penses sur les équipes, mais moi je trouve qu'on a vu vraiment qu'UAE avait une équipe beaucoup plus forte que l'an passé, et certainement plus forte que Jumbo, visiblement. La tactique de UAE, pour moi, était de tout faire péter dans la côte de Piquet. On a vu dans la côte d'avant, celle de Vivero, il me semble, Michael Bjerg imprimé un énorme tempo, c'est lui qui a un peu lancé l'étape, et on a vu déjà les premiers coureurs qui étaient en difficulté. Et dans cette côte de Piquet, derrière, le plan avec Adam Yates et Pogačar dans la roue, au final, le but était de faire tout péter, et puis un peu les Jumbo, finalement t'avais que Vingegaard qui suivait, et puis un peu en deuxième rideau, Wilco Kelderman qui était là, Wout van Aert aussi qui était un peu décroché, qui est revenu aussi dans la descente. Donc ça a été du tableau noir. Une information, c'est que Marc Madiot, après l'arrivée, a dit que David Gaudu avait fait les 25 derniers kilomètres avec une cale cassée sur ses chaussures. Donc c'est plutôt pas mal de la part de David Gaudu de faire ce genre de performance. Ouais, ça c'est clair. Un petit point peut-être sur le troisième larron quand même de l'équipe, sur l'équipe de Cofidis quand même, parce que Victor Lafay, incroyable, Victor Lafay, on est d'accord. Moi, il m'a bluffé, franchement, quand tu le vois à un moment donné, même Victor Lafay dit on y va, on relance les gars, tu vois, avant le sommet de la côte de Piquet, il est là, c'est allez, on y va maintenant qu'on est 3, on y va, on va y aller. Les deux ils se regardaient, Pogačar, Vingegaard, en mode non, on va attendre les gars derrière, notamment Adam Yates qui était juste derrière. Victor Lafay, il a bluffé tout le monde. On attendait Van Aert, on attendait Van Der Poel, on attendait Alaphilippe, c'était Victor Lafay qui était là. Et puis après, c'est des étapes qui lui conviennent bien, c'est pourcentage très élevé, il aime beaucoup ça, Victor Lafay.
Lafay. On sait que c'est un très bon coureur, un coureur qui se développe vraiment très bien chez Cofidis. Sur un classement général, je pense pas que ça peut le faire pour Victor Lafay parce qu'il a toujours des difficultés peut-être sur des grosses étapes de montagne, mais sur celle-ci, c'est un coureur sur lequel il faut compter et voilà, pour remporter une étape sur des forts pourcentages, on peut compter sur lui, mais il a été impressionnant et c'est là qu'on voit qu'il a clairement le niveau World Tour et un coureur voilà qu'on apprécie beaucoup sur Vélo Podcast. Parlons un peu peut-être des Français ou des Français qui nous ont pas bluffé, mais où on est rassuré. Tu parlais de David Gaudu, Thibaut Pinot, 4e Thibaut Pinot de l'étape, David Gaudu 10e. Tu parlais de Cal Cassé sur les 25 derniers kilomètres, mais on est rassuré, en tout cas sur l'état de forme. Ouais, on est rassuré. C'est plutôt pas mal de voir David Gaudu là présent dans ce groupe de poursuivants qui termine à 12 secondes. Même Thibaut Pinot, pour le coup, c'est bien de le voir dans ce groupe à 12 secondes, sachant que Thibaut Pinot, lui, il sort du Tour d'Italie. Donc bon, ça veut dire qu'il y a de la bonne récupération. Ça veut dire que David Gaudu est capable d'aller au contact et d'être au contact des meilleurs. Bon, il est là où on l'attend. Il n'est pas avec Vingegaard, il n'est pas avec Pogacar, mais il est dans le groupe juste derrière, avec des gars qui ont en plus un petit peu perdu de temps, tu vois, par rapport à Gaudu, parce que Romain Bardet, lui, termine à 33 secondes à 12 secondes, à 20 secondes derrière le groupe des poursuivants. Il y en a qui ont perdu du temps. Valentin Madouas aussi qui n'a pas réussi à suivre. Egan Bernal, Emmanuel Bourman qui ont perdu du temps. Donc ça veut dire que David Gaudu, déjà, lui, il se positionne bien. Il se positionne pour cette 3e place déjà. Voilà, c'est plutôt pas mal. Enfin, franchement, c'est une très bonne première étape de David Gaudu, bien placé. La Groupama FDJ a fait un bon travail. Toi, je sais pas ce que t'en penses, FP. Oui, c'est tout à fait. Voilà, c'est, on va dire, moi, je suis assez satisfait. Je suis heureux de les voir à ce niveau-là parce qu'on avait des doutes en nous-mêmes, enfin moi-même. Pourtant, fan de Chouchou Gaudu, j'avais des gros doutes sur sa capacité à suivre les meilleurs. Certes, il n'a pas suivi le trio de tête, mais voilà, on sentait qu'il était en jambes. Et en plus, il a cette circonstance atténuante avec cette cale qui a cassé. C'est prometteur pour la suite. Parlons un petit peu de ceux qui ont perdu du temps quand même. On a des coureurs comme Romain Bardet, tu l'as dit, Ben O'Connor, un de nos favoris peut-être pour le podium, qui a perdu du temps. C'est rageant. Après, je sais que c'est pas les côtes qu'il apprécie le plus, mais c'est un peu plus inquiétant. Ouais, et puis il avait vraiment pas le coup de pédale aérien. Tu vois, j'avais l'impression qu'il était en difficulté. Il était pourtant assez bien placé. Et puis parmi ceux qui ont perdu du temps, si on peut les citer aussi, avant de parler sur le cas Carapaz-Mas, il y a aussi par exemple un coureur comme Daniel Martinez. On savait pas trop quelle était la hiérarchie à Ineos. On a vite compris maintenant quelle est la hiérarchie, quoi, globalement. Ouais, clairement. Bon, après, t'as les Jack Egg aussi qui termine avec Ben O'Connor, Pello Bilbao qui s'est montré très rapidement en difficulté dans la côte de Vivero. Et au sommet de cette côte de Vivero, on voit déjà Ben O'Connor en queue de peloton. Et là, je me suis dit, mais c'est déjà compliqué. T'as Guillaume Martin qui termine aussi dans ce peloton à 33 secondes, qui s'est regroupé dans la descente de la côte de Piquet vers l'arrivée à Bilbao. Bon, après 33 secondes, ça va, c'est pas un énorme retard, mais c'est déjà un peu conséquent. Alors après, si on se concentre sur les Ineos, tu vas en parler. Bon, t'as Carlos Rodriguez. Moi, quand j'en avais parlé, c'était plutôt Rodriguez qui était leader des chez Ineos. C'est lui le seul qui termine dans ce groupe des grands favoris à 12 secondes. T'as Egan Bernal et Pidcock à 33 secondes. Et puis après, Daniel Felipe Martinez qui lâche déjà plus de 3 minutes. Omar Fraile qui lâche près de 10 minutes. Bon, voilà. On a déjà cette hiérarchie dans cette équipe-là. FP, les deux grands perdants de cette étape d'aujourd'hui, c'est malheureux, c'est dans la descente de la côte de Vivero, c'est Enric Mas et Richard Carapaz qui ont chuté. Ouais. Bon, c'est triste. Abandon d'Enric Mas et Richard Carapaz, on ne sait pas s'il va repartir demain. Grand coup dans le genou, il a eu du mal à repartir, il a terminé en difficulté. 15 minutes, je crois, de retard pour Richard Carapaz. Alors oui, c'est toujours décevant. Le plus dur, moi, je trouve, c'était même de le regard de Enric Mas à la télévision, minutes, pour celles et ceux qui ont pu le voir. Je trouve que c'est terrible parce que c'est des coureurs qui s'entraînent toute l'année pour cette course-là, et tu vois Enric Mas, le regard vide. Enfin, moi, concrètement, je vois pas trop ce qu'il a. Je crois qu'il a clavicule cassée, j'imagine, ou un problème à l'épaule. Ouais, il se tenait il y a peut-être un peu de commotion cérébrale. On le voyait, il regarde dans le vague pendant que il y avait une personne à côté de lui qui lui parlait. C'était peut-être un peu de commotion cérébrale sur le choc de la chute. Ouais, c'est ça. Et puis c'est super décevant pour eux, et voilà, c'est des candidats au podium qui a en moins, mais c'est un Tour de France classique. Malheureusement, il y a une chute. Heureusement, rien de grave. Mais alors, c'est vrai que, à moins que je me trompe, mais moi j'ai pas vu les images de la chute. Je sais pas si tu les as vues toi, mais comment ils sont tombés? Est-ce que c'est un souci sur la route? Est-ce que c'était un souci sur c'est une erreur tout simplement humaine? Mais bon, heureusement, au final, rien de grave, en tout cas de très très grave. C'est juste une chute, voilà, et on va dire qu'on espère que tout aille bien pour eux. Mais
Voilà, maintenant c'est pour Movistar, ça va être compliqué. Ils ont plus leur leader principal et puis ils avaient des grandes espérances là-dessus. La IF, on va dire qu'avec Nelson Powless, ils peuvent viser toujours des étapes. C'était toujours pareil avec cette équipe qui misait peut-être Carapaz, mais avec les étapes. Pour Movistar, c'est peut-être plus compliqué, je pense. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'était deux grands leaders. Hein. C'est des gars qui font podium sur les grands tours et puis au bout d'une étape, ils sont déjà dehors. Quand tu as une stratégie qui est tournée autour d'un seul leader et que derrière le leader chute dès la première étape, il va falloir se relever. Mais après, ce sont deux équipes qui sont capables d'aller se glisser dans les coups. Hein. Movistar, IF, je me fais pas forcément de soucis. Ils vont réagir en allant tenter des coups en montagne. Ils ont des coureurs capables d'accrocher des bons coups. D'ailleurs, Nelson Powless, c'est le premier maillot à poids du Tour de France. La preuve que, alors c'était avant même la chute de Carapaz, il était passé en tête de la côte de Vivero. Bon, voilà, ils vont réagir, je me fais pas trop de soucis. On a tout dit, Guillaume, sur cette étape ou on passe à celle de demain? Ouais, alors on va juste rappeler un petit peu. Alors moi, il y a quand même une ou deux surprises dans le groupe de favoris. Hindley, Skynlose qui sont pas mal. Michael Woods aussi, ça c'est intéressant. Et puis dans le groupe de poursuivants, c'est Corbin Strong qui règle le groupe à 33 secondes pour la 15e place. Corbin Strong, c'est un des gars que je vais suivre de près sur ce Tour de France avec une bonne pointe de vitesse. Il pourrait faire un ou deux bons résultats, ça va être à suivre. Très rapidement, les infos du jour, c'est que dans l'échappée du jour, bon, vous l'avez suivi, il y avait Ferron, Guglielmi, Calmejane, Encorn, et puis Jonas Gregard. Et donc c'est Nelson Powless qui a récupéré le maillot à poids. Le maillot vert, il est sur les épaules donc d'Adam Yates qui remporte. On n'en a pas parlé d'Adam Yates. Il a fait un gros travail, il a profité d'un temps mort dans la descente de la côte de Piquet pour aller s'échapper avec son frère. C'est Adam Yates qui remporte ce maillot vert, mais c'est son frère Simon qui le portera demain. Et puis au classement de la meilleure équipe, c'est la Jumbo qui est donc en tête du classement par équipe à 9 secondes, avec 9 secondes d'avance sur UAE et 21 secondes d'avance sur Groupama. FDJ, demain FP, alors dis-moi. Oui, Victoria jusqu'à San Sebastian, la plus belle ville du monde, je trouve, San Sebastian. Pour ceux qui sont allés déjà, tu sais que c'est ma ville coup de cœur, Guillaume. Oui, je sais. Non, en tout cas, c'est une étape qui est effectivement un peu moins difficile au niveau peut-être pour des coureurs comme Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. On s'attend peut-être plutôt à une victoire d'un de ces deux coureurs, ou en tout cas dans ce profil. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, si j'ai une pièce à mettre, je vais très clairement sur Mathieu Van Der Poel. Moi, j'avais déjà mis la pièce sur Mathieu Van Der Poel aujourd'hui, donc à voir comment il a récupéré. Vitoria-Gasteiz, le départ Vitoria-Gasteiz, grande terre de basket, vers San Sebastian. La seule interrogation pour moi, à la vue de la bataille d'aujourd'hui, c'est à quelle allure va être grimpé le Jaïskibel. Le Jaïskibel, qui est une des montées mythiques de la Classica San Sebastian. Le sommet, je suis en train de calculer, le sommet sera à 16 km de l'arrivée. Il y aura une descente, donc, et puis il y aura un dernier répétition avant l'arrivée à San Sebastian. Ça devrait être plat. Si ça arrive à se regrouper, ça devrait être pour Van Aert ou Van Der Poel. Donc moi, la seule interrogation, avec des secondes bonus en plus au sommet du Jaïskibel, la seule interrogation, c'est vraiment à quelle allure va être grimpée cette montée de 8 km à 5% de moyenne. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Ça va être vraiment là le scénario de course. Est-ce qu'il va y avoir une énorme bataille pour aller prendre des secondes bonif en haut? C'est vrai. Est-ce que ça peut être aussi le coup pour un Julien Alaphilippe aussi, parce qu'il a explosé? On n'en a pas parlé de Julien Alaphilippe tout à l'heure sur cette première étape, qui a complètement explosé. Il n'a jamais existé à paraître devant au niveau du peloton. Ça peut être une étape pour lui aussi demain, parce que c'est un peu moins dur. Et s'il a de bonnes jambes, il peut partir d'un peu plus loin et pourquoi pas résister au peloton. C'est un excellent descendeur, comme tu dis, 16 km de l'arrivée, une belle descente. Il peut faire quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, alors avec quelles jambes il aura? Après, il n'était pas si catastrophique que ça, Julien Alaphilippe, sur l'étape d'aujourd'hui. C'est juste que ça a fortement accéléré. On a retrouvé les principaux favoris du Tour devant. Bon, il y avait Victor Lafay qui marchait sur des coussins, comme il l'a dit en interview après l'arrivée. Mais Julien Alaphilippe, il peut être parmi les meilleurs au sommet de ces Jaïskibel. Encore une fois, à quelle allure va être grimper cette montée? On connaît ses qualités de descendeur, il va peut-être vouloir en profiter. Juste, regardez bien cette montée du Jaïskibel, en tout cas le passage au sommet. Tu le connais, FP, c'est d'un côté l'océan Atlantique et de l'autre côté les montagnes, c'est magnifique. Ah, en termes de vue sur France Télévisions, comme on dit, ça va être parfait. Oui, et sur Eurosport aussi. Ou sur Eurosport aussi, ça dépend. C'est vrai. Tu sais, je fais de la promo que pour un. Tu sais qu'on m'a fait une remarque au passage, on a dit beaucoup de fois Netflix dans le dernier épisode. Ou l'avant-dernier. Ah bon on a beaucoup dit Netflix. Pourquoi la série Tour de France était sur Netflix? Donc il faut dire, c'est vrai, oui, voilà. Donc, mais bon, après, il y aura une autre série l'année prochaine sur Netflix. C'est vrai. D'ailleurs, c'était validé pour une saison 2, tu vois, c'est bien comme ça, on en parle aussi. Exactement. On verra sur Netflix. Donc FP, ton pronostic de demain, c'est Van Der Poel?
Van Der Poel, je pense que j'irai sur Van Der Poel, et puis après peut-être voilà, ça dépendra, mais Van Der Poel, Van Aert ou Girmay, c'est mes 3 on va dire. Et toi? Ouais, bon, Girmay aujourd'hui c'était pas top. Je te dirais, allez, peut-être Victor l'a fait, allez. Bah, quoi que c'est au plat, c'est sur le plat. Les pourcentages sont pas assez durs, je pense, sur le jet ski belge, justement. Allez, tu dis Van Der Poel, j'ai dit Van Aert, on va voir. On va voir ça. Parfait, alors super. Guillaume, merci en tout cas à toi pour ce premier podcast de ce Tour de France. On se retrouve demain soir pour débriefer la 2e étape et savoir qui va payer son coup à bord entre toi ou moi, Guillaume, hein, par rapport au prono. De toute façon, on se voit à la Madeleine, de toute façon. On se voit à la Madeleine, bah oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas la Madeleine, les Ferrari de Mont-de-Marsan, on verra. Effectivement. Allez, ciao à tous et bon Tour de France, ciao. Belle 2e étape. Et n'oubliez pas de nous écouter évidemment sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et sur YouTube également, et de liker, en tout cas même mettre des étoiles sur YouTube par exemple, pour les podcasts, ça nous aide pour le référencement. Donc merci à tous. Allez, ciao à tous. À bye demain. bye.